Alors, reprenons. On a été un peu... on a pris des chemins de traverse, mais c'est le but. Enfin, je veux dire, c'est bien, c'est tant mieux. L'essentiel, c'est que je réponde à vos questions. Donc, oui, on en était à la question du spectre lumineux. C'est par là qu'on est rentré dans cette espèce de trou noir dont on n'a pas réussi à ressortir. Mais c'est pas grave. Donc le spectre, vous voyez que chaque atome est capable d'émettre et d'absorber certaines longueurs d'onde particulières. Alors ensuite, il en est de même des molécules, c'est-à-dire que je vous ai représenté ici la molécule d'eau avec une certaine configuration électronique qui est la plus stable. Mais de la même façon, il y a différentes configurations électroniques qui peuvent aussi fonctionner pour cette molécule, globalement, et avec des transitions entre ces configurations qui correspondent donc à des changements d'énergie qui sont toujours les mêmes, puisque c'est la différence d'énergie entre deux configurations qui sont ce qu'elles sont. Et donc, de même que vous avez des fréquences bien particulières que peut émettre ou absorber un atome, de même, vous avez des fréquences bien particulières que peuvent émettre ou absorber des molécules. Et donc, la question était partie des couleurs qu'on voit dans les nébuleuses, etc. Bien, effectivement, alors il y a un fond continuum de lumière, parce que il peut y avoir aussi des émissions de lumière qui ne correspondent pas à des transitions spécifiques entre une configuration et une autre. Et donc ça peut être, vous pouvez y avoir un continuum de longueur d'onde. Et par-dessus ce continuum, vous pouvez avoir donc ce qu'on appelle des raies de lumière. Si vous voulez, ce qu'on appelle le spectre de la lumière, c'est la répartition de l'intensité en fonction de la fréquence ou de la longueur d'onde. D'accord ? Et donc, vous pouvez avoir quelque chose qui fait comme ça, avec des longueurs d'onde très particulières, des raies particulières. Pouf, vous avez à certaines fréquences particulières une intensité plus grande. Et là, alors si vous reconnaissez dans le spectre de lumière alors là, il y a deux choses. Donc ça, c'est un spectre avec des raies en émission. C'est-à-dire, bon, vous avez un continuum qui pourrait être 0, il peut y avoir que des raies. Et vous avez, là, vous avez beaucoup plus d'intensité émise exactement à cette fréquence-là. Puis aussi à celle-là, puis aussi à celle-là. Donc vous avez une émission de lumière spécifique à certaines longueurs d'onde, ou certaines fréquences, pareil. Si vous reconnaissez les fréquences ici auxquelles sont émises la lumière, c'est-à-dire que vous connaissez, parce que vous avez fait des expériences sur Terre, vous voyez que le carbone, quand il passe d'une fréquence à une autre, etc., il a un certain spectre qui correspond à des longueurs d'onde ou des fréquences bien particulières. Par exemple, une là, deux là mais un peu plus éloignées, et puis une là, et puis 1, 2, puis 3, enfin, voilà. Un spectre bien particulier, qui est la signature, la carte d'identité de l'atome en question. Le carbone, ces configurations électroniques ont un certain type d'énergie, de telle sorte que les différences d'énergie entre ces configurations conduisent à ces fréquences-là particulières. Si vous reconnaissez dans le spectre de la lumière émis par une étoile, ou émis par un gaz interstellaire, si vous reconnaissez ces fréquences-là, vous dites « Ah, donc il y a du carbone là-bas ». Parce que chaque atome va avoir des séquences de ce qu'on appelle des raies. Des raies, parce que ça se présente comme des raies dans un spectre, dans un spectre physiquement quand on le fait, mais... donc chaque atome et chaque molécule a une séquence particulière de longueur d'onde ou de fréquence qu'elle peut émettre ou absorber. Si vous reconnaissez cette séquence dans le gaz que vous observez, vous savez qu'il y a la molécule en question. Est-ce que c'est ce qu'on fait en spectrographie ?
Oui, oui, tout à fait. C'est on appelle ça spectroscopie ou spectrographie. Spectroscopie. Et ça, c'est vraiment le début de l'astrophysique. Quand on a commencé, et je veux dire pourquoi, quand on a commencé à faire de la spectroscopie, c'est-à-dire à observer la lumière émise, pas juste, tiens, il y a de la lumière, il y a une étoile, mais ok, il y a de la lumière, mais à quelle longueur d'onde? Et qu'on commence à être capable de voir la variation de l'intensité en fonction de la longueur d'onde, alors on peut reconnaître des molécules bien particulières ou des atomes bien particuliers. Alors ça, c'est un spectre dit en émission, enfin c'est des raies en émission, et vous avez aussi, d'ailleurs de façon souvent, enfin plus courante que ça, plus courante qu'en émission, mais il y a les deux, vous avez des spectres avec des raies en absorption. Vous avez un certain continuum, et puis en fait, il manque des longueurs d'onde à des fréquences bien particulières. Et ça, c'est qu'en fait, il y avait de la matière. Si vous reconnaissez la séquence de l'oxygène, ça veut dire qu'il y a de l'oxygène entre la source de lumière, qui est par exemple une étoile derrière, et nous. S'il y a un gaz diffus avec de l'oxygène, il va absorber les longueurs d'onde qui permettent de faire des transitions d'une configuration à une autre. Les lumières qui correspondent, c'est-à-dire les photons qui voyagent à travers cette matière, à travers cet oxygène par exemple, qui ne correspondent pas à la bonne énergie, ils ne peuvent pas être absorbés. Parce que s'ils étaient absorbés, il faudrait aller dans un niveau d'énergie, mais qui n'existe pas. Donc ils ne sont pas absorbés. Par contre, tous ceux, donc ils passent comme si de rien n'était, mais tous ceux qui ont la bonne énergie, ils vont être absorbés et faire une transition atomique, qui après sera réémise quand l'atome va se exciter, mais il sera réémise dans toutes les directions. Vous, si vous avez une source de lumière par là, et qu'entre la source de lumière et vous, il y a de l'oxygène, l'oxygène va absorber tous les photons de la bonne fréquence. Et donc vous allez avoir un déficit d'intensité à cette fréquence bien particulière. Mais entre du coup le gaz interstellaire et notre instrument de mesure, ouais. Il y a toute une atmosphère, etc. Du coup, comment on sait si jamais les photons qui ont été absorbés ou non, c'est pas le résultat de l'atmosphère terrestre? De l'atmosphère ou alors de choses entre les deux. Ah oui, vous n'avez accès effectivement qu'à ce qu'on appelle disons, vous avez accès à la totalité du gaz intégré sur toute la ligne de visée. C'est vrai. On enlève les éléments admis sur Terre, par exemple. Alors, on connaît l'absorption par l'atmosphère. On peut aussi aller... alors, il y a des fréquences qui ne sont pas du tout absorbées par l'atmosphère, et du coup, on sait que c'est une absorption qui a eu lieu dans le milieu interstellaire. On peut aussi envoyer des télescopes hors de l'atmosphère et voir ce qui se passe. Mais oui, évidemment, on ne sait pas forcément où ça a été absorbé, mais on sait qu'entre la source de lumière derrière et nous, il y a eu telle quantité de photons qui ont été absorbés. Parce que oui, ça c'est aussi une autre chose. Si vous avez un petit peu d'oxygène, il y a juste un petit peu de photons qui vont se faire absorber. S'il y a beaucoup d'oxygène, il y a beaucoup de photons qui vont se faire absorber. Hein, puisque à chaque fois, c'est probabiliste, à chaque fois, il faut que le photon arrive au bon endroit, etc. Vous avez une certaine probabilité d'être absorbé. Si vous traversez 5 fois plus de matière, vous avez 5 fois plus de chances d'être absorbé. Enfin, c'est exponentiel, c'est pas tout à fait linéaire, mais peu importe. Et donc, en fait, non seulement vous pouvez dire il y a tel élément là-bas, mais vous pouvez dire combien il y en a. Et vous pouvez comparer, donc si ça, ce sont les raies associées à l'oxygène, et ça, c'est les raies associées au carbone, et puis d'autres, hein, vous pouvez avoir la composition chimique du milieu interstellaire. C'est tout à fait remarquable. Donc vous voyez que le fait que les photons, ce n'est pas juste de la lumière, c'est de la lumière à une certaine longueur d'onde, et donc chaque photon, en plus d'être un photon, c'est-à-dire une onde électromagnétique, est associé, en plus d'être un photon, à une identité
énergétique, donné par sa fréquence ou sa longueur d'onde, ce fait-là nous donne accès à des propriétés physiques et chimiques, en l'occurrence, du milieu interstellaire. C'est comme ça qu'on peut dire il y a tant de pourcents de dioxyde de carbone, où il y a de l'eau, où il y a de l'éther. Enfin, on peut repérer des molécules, on peut repérer qu'il y a des acides aminés dans le cosmos, par exemple. On les voit. Parce qu'on reconnaît. C'est tout à fait extraordinaire. Donc, on n'est évidemment jamais allé prélever de la matière dans le milieu interstellaire pour regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais en fait, on sait ce qu'il y a dedans, parce qu'on prélève la signature lumineuse de cette matière. Et on sait combien, les rapports, etc. Donc en fait, l'existence de ces spectres permet de faire de la physique et de voir que oui, c'est de la matière. Alors on en revient à notre point de départ sur le monde supralunaire. Non seulement c'est de la matière, mais c'est notre matière. Enfin, on sait que c'est la matière, ce sont nos éléments, on reconnaît, c'est les mêmes raies. Donc on sait que c'est du carbone, que c'est du CO2, que c'est de l'H2O, on sait qu'il y a de l'or, du machin. Enfin, on sait, on voit. C'est tout à fait extraordinaire. Alors, ça a commencé avec le Soleil, bien sûr, les premiers. Donc ça, c'est la découverte de la spectroscopie, c'est pendant le 19e siècle. Dès qu'on a commencé à être capable de générer ces spectres, c'est-à-dire avec des prismes à la Newton, hein, vous avez de la lumière blanche qui arrive, et puis c'est décomposé, et ça vous fait du rouge, du jaune, voilà, les couleurs de l'arc-en-ciel, là, ça vous fait, puis du violet. Et donc vous avez, en fait, parce que chaque longueur d'onde est déviée de façon différente, et donc ça vous étale entre guillemets, un rayon lumineux va se retrouver étalé. Enfin, vous avez tous vu des espèces sur un coin de table en verre ou sur. On voit de temps en temps de la lumière comme ça qui s'étale, c'est la lumière du soleil. Mais en fait, si vous arrivez à étaler beaucoup, c'est-à-dire à faire une réfraction très, donc vous faites un spectre très étendu, vous allez avoir une grande précision. Vous allez avoir, mettons, du rouge au violet, la lumière très étalée, et vous allez voir qu'effectivement, c'est pour ça qu'on appelle ça des raies, en fait. Il va manquer, il y a certains éléments, dans le continuum de lumière, en fait, il manque des longueurs d'onde. Et ça fait des raies. Et ça se voit. Et alors, pour la petite histoire, donc quand on a commencé à être capable de faire ça et qu'on a fait l'étude avec tous les éléments chimiques, regarder qu'est-ce que ça produit, essayer de reconnaître les choses, commencer à faire de la spectroscopie, évidemment, il y a des gens qui se sont dit, tiens, on va regarder la lumière du soleil. Et qu'est-ce qu'on voit dans le soleil? Alors d'abord, on voit le spectre du soleil, c'est grosso modo un spectre continu comme ça. Je vais en dire un mot dans une seconde. Donc en fonction de la fréquence, l'intensité lumineuse. Il n'y en a pas beaucoup à très basse fréquence. Donc très basse fréquence, ça correspond au rouge. Très haute fréquence, ça correspond au violet, puis à l'ultraviolet, puis au rayon X, puis au rayon gamma. Évidemment, après, donc, la partie visible, ça va du rouge au violet. Et puis là, à des fréquences encore plus basses, il y a l'infrarouge. Et puis en dessous de l'infrarouge, il y a ce qu'on appelle l'infrarouge lointain. Et puis après, on rentre dans le domaine millimétrique, avec des longueurs d'onde de l'ordre du millimètre. Tandis que là, c'est des longueurs d'onde du micron. Et puis après, tout ça c'est le domaine de la radio, ce qu'on appelle les ondes radio. C'est juste des ondes électromagnétiques, mais avec des fréquences beaucoup plus faibles, des longueurs d'onde beaucoup plus grandes que ce qui est visible. Bref, donc si vous tracez le spectre du Soleil, vous avez un truc, en gros, comme ça, en dessous de l'infrarouge, il y en a encore un peu, puis après, il n'y en a plus, de moins en moins. Et puis, au-delà du violet, il y a de l'ultraviolet, on le sait, hein, c'est ça qui fait bronzer ou qui nous abîme, qui donne les cancers de la peau, etc. Et puis après, il n'y a pas de rayon X, il y en a un petit peu, mais de moins en moins. Donc, grosso modo, on a un truc comme ça, avec un maximum à peu près sur le jaune. D'accord ? Et alors, évidemment, on pourrait se dire, c'est génial. Le maximum, c'est justement dans le visible. Non, c'est que nos yeux sont habitués, se sont développés pour voir
aux longueurs d'onde que le Soleil émet en priorité. Si on était sensible ici, ça ne verrait rien. Donc, le Soleil émet un certain spectre lumineux. Évidemment, tous les animaux sur Terre, enfin, en tout cas qui ont accès directement ou indirectement à la lumière du Soleil, ont développé des récepteurs de lumière qui sont sensibles là où il y a beaucoup de lumière. Oui. Et du coup, pour les couchers et les levées de soleil, ça veut dire qu'il y a moins de lumière du soleil qui vient vers nous? Alors, il y a moins. Il y a moins parce que c'est absorbé par l'atmosphère, par le ciel, mais il y a un phénomène qui est la diffusion de la lumière par les molécules de l'air. Par exemple, quand le Soleil est là et que vous regardez là, vous voyez quand même le ciel, il est lumineux. Et pourtant, il n'y a pas de lumière qui vient de là. Bah si vous voyez quelque chose, c'est qu'il y a de la lumière qui vient de là. Oui, mais la lumière vient du Soleil qui était là-bas. Oui, mais ce qui se passe, c'est que la lumière du Soleil, elle rentre dans l'atmosphère et elle est diffusée dans tous les sens. Ce qui fait que le ciel émet de la lumière, en fait, il réémet la lumière du Soleil. C'est-à-dire quand le Soleil se lève là, en fait, tout le ciel est lumineux parce que la lumière est diffusée. Alors, il y a une propriété qu'on comprend très bien physiquement quand on regarde l'interaction de la lumière avec la matière, par exemple l'atmosphère. On voit que la diffusion de la lumière est d'autant plus efficace que la longueur d'onde est petite. C'est-à-dire que la fréquence est élevée. Autrement dit, la lumière du Soleil dans l'atmosphère diffuse beaucoup plus, est beaucoup plus diffusée par là, vers le bleu, puis violet. Donc là, il y a orange, d'accord, là, il y a vert, jaune, vert, etc. Cette lumière-là est beaucoup plus diffusée que celle-là. Et celle-là, voilà. Et c'est pour ça que le ciel est bleu. C'est-à-dire que le Soleil qui émet toutes les lumières, toutes les longueurs d'onde visibles, et ça produit, quand tout est superposé, ça produit la lumière blanche, enfin ce qu'on perçoit comme blanc, quand il n'y a pas de discrimination particulière sur les longueurs d'onde, sur les fréquences. Donc on a le spectre du Soleil brut, ça on le perçoit comme blanc. Si maintenant, en fait, la lumière donc blanche qui passe dans l'atmosphère est diffusé, du sorte qu'on voit le ciel, s'il est diffusé plus de bleu que de rouge, j'aurais dû mettre le rouge là comme ça, du coup il y aura moins de rouge et plus de bleu. Et donc en fait, il y aura une dominante de bleu dans la lumière diffusée par l'atmosphère, par le ciel. Et c'est pour ça qu'on voit le ciel bleu, parce que c'est juste le bleu est plus diffusé. Mais du coup, pour revenir à votre coucher de soleil, quand vous avez le soleil à l'horizon, la lumière a traversé beaucoup d'atmosphère, parce que, évidemment, c'est rasant. C'est un peu plus de 30 fois l'atmosphère en rasant comme ça, c'est un peu plus de 30 fois ce qu'il y a en vertical. Donc c'est beaucoup de lumière. C'est pour ça qu'on n'est pas aveuglé, enfin, pas trop quand on regarde le soleil à l'horizon, parce que ça a été beaucoup atténué. Mais atténué, ça veut dire quoi? Alors, il y a une partie qui est absorbée, mais ça veut surtout dire que ça a été diffusé un peu partout. Mais ce qui a été diffusé, c'est majoritairement le bleu, c'est pour ça que le ciel est bleu. Mais du coup, ce qui reste est beaucoup appauvri en bleu. Et beaucoup moins, puisque le bleu a été diffusé. Et c'est beaucoup moins appauvri en rouge. Et c'est pour ça qu'il apparaît rouge. Parce qu'il ne reste plus que le rouge, en fait. Tout le reste, le bleu et même le vert a été diffusé. Et il reste du rouge, du rouge, du jaune, ça fait un peu orange. Enfin, après, ça dépend aussi. Il peut y avoir d'autres phénomènes d'absorption ou de diffusion. Si vous avez des aérosols, ça peut être plus ou moins rouge, etc. Mais l'idée générale, c'est ça. C'est que le ciel est bleu parce que le bleu est plus diffusé. Donc c'est préférentiellement le bleu qu'on voit quand on regarde le ciel à côté du soleil. Et parce que le bleu est plus diffusé, si vous le regardez en direct, il reste que du rouge. Voilà. Donc le lever et coucher de soleil sont rouges. Bref, donc quand on a regardé... commencer à regarder le spectre du Soleil, donc 19e siècle. D'abord, on a vu ce spectre-là, continu comme ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle un spectre de corps noir. Je ne vous ai pas parlé des corps noirs encore. Enfin, j'ai prononcé le mot tout à l'heure à propos de Planck, mais juste en passant. Donc ça, en fait, c'est que n'importe quel corps, du fait de sa température, s'il est à l'équilibre thermodynamique, en fait, il y a un équilibre entre sa matière et justement le champ électromagnétique, parce que les atomes passent leur temps
à absorber, émettre, diffuser de la lumière. Donc si vous avez, donc, si vous avez un corps avec une certaine température, des molécules qui s'agitent dans tous les sens, donc il y a de l'énergie là-dedans, et en fait, si vous êtes à l'équilibre, vous allez avoir un équilibre entre les mouvements mécaniques à l'échelle microscopique, et puis le champ électromagnétique, donc la lumière qui peut être émise par ce corps, ou absorbée, etc. Et en fait, à chaque équilibre, enfin à chaque température, associée à un équilibre de la matière, est associé un certain spectre de lumière qui est rayonné. Alors, je ne vais pas rentrer dans la définition précise du corps noir, mais grosso modo, un corps noir, c'est un corps qui absorbe tout et qui émet rien. C'est pour ça qu'on peut le dire noir, c'est une idéalisation. Mais donc, c'est vraiment un corps qui, par lui-même, est à l'équilibre thermodynamique, absorbe tout. Et si maintenant, malgré tout, vous faites un petit trou, vous faites un four comme ça, avec une certaine température, vous faites juste un petit trou pour prélever un petit peu de la lumière qu'il y a dedans. En fait, vous voulez savoir quelle est la répartition de la lumière en fonction des longueurs d'onde dans le corps lui-même, du fait qu'il soit lui-même à l'équilibre, d'accord, avec sa lumière. Évidemment, si vous le regardez, du coup, il y a de la lumière qui sort et il n'est plus complètement à l'équilibre. Donc vous faites juste un tout petit trou et vous regardez ce qui sort et vous prélevez un tout petit échantillon sans trop perturber ce qu'il y a dedans. Si vous faites ça, vous apercevez que le corps a le champ lumineux dans le four à une certaine température a exactement cette forme-là, et cette forme évolue avec la température du corps. Plus le corps a une température élevée, d'abord plus il va émettre de lumière, un corps plus chaud va émettre plus de lumière, donc déjà il va y avoir plus de lumière, et surtout le maximum va se trouver à une énergie de plus en plus haute. Si vous chauffez encore le corps, d'abord il va commencer à émettre un peu plus ici aussi, dans l'infrarouge, et puis il va avoir un maximum à une plus grande... Bon là j'ai grossi, hein. Donc il va émettre de plus en plus de lumière et à de plus en plus haute énergie. C'est assez naturel, plus il y a d'énergie dans le corps, en fait, donc plus la température est élevée, plus les photons émis sont aussi à plus haute énergie. Mais vous avez un continuum comme ça. Donc là, ce n'est pas du tout le principe des raies, justement associés à des transitions... Parce que justement, là vous avez... il n'y a pas des énergies particulières. C'est, comme dans le gaz, là, les molécules, elles peuvent avoir toutes les vitesses possibles. Donc, ce n'est pas du tout la configuration, la situation où je passe d'une configuration à une autre, chacune a une énergie bien précise, et donc le photon émis, il a exactement la différence d'énergie. Là, toutes les énergies sont possibles, donc vous avez un continuum d'émission en fonction de la longueur d'onde, mais plus le corps est à une température élevée, plus les photons qu'il émet ont eux-mêmes une énergie élevée, donc plus ils sont à haute fréquence, puisque l'énergie est proportionnelle à la fréquence. Donc vous avez un truc comme ça, et c'est exactement ce qui se passe si vous allumez un feu ou un barbecue. Au début, vous avez votre charbon qui n'est pas chaud. Bon, vous voyez qu'il est noir parce qu'il est OK, mais ça, c'est parce que, OK, il ne réémet pas beaucoup de lumière. Mais après, au fur et à mesure qu'il chauffe, vous allez voir qu'il se met, si vous avez des lunettes infrarouges, vous allez voir qu'il commence à émettre de l'infrarouge. Parce qu'il commence à émettre de la lumière par là, parce qu'il devient très chaud. Et puis après, quand il chauffe encore plus, il va devenir rouge, vous allez le voir rouge. Et c'est lui, parce qu'il il émet du rouge. Et si vous chauffez, quand on dit on chauffe du métal à blanc, chauffer à blanc, c'est qu'au bout d'un moment, le métal devient tellement chaud il se met à rayonner dans l'infrarouge, puis dans le rouge vraiment, puis après, vous voyez, il prend le rouge, puis il émet aussi du jaune, et puis au bout d'un moment, il émet tout le spectre, et vous le voyez blanc, parce que quand il y a tout le spectre, on voit blanc. Donc quand on chauffe un métal à blanc, c'est juste qu'on lui donne la température qui fait que son spectre, il commence à ressembler à celui du Soleil. Et si vous le chauffez encore plus, il va commencer à émettre plutôt encore, le maximum va se trouver plutôt dans le bleu. Et c'est pour ça que vous avez des étoiles bleues. Les étoiles bleues, c'est des étoiles qui sont juste plus chaudes que le Soleil. Parce que, en fait, quand vous regardez le Soleil et que vous voyez son spectre qu'il émet, il suffit de regarder ce spectre et vous savez quelle est sa température. En tout cas, la température de la partie du Soleil qui émet de la lumière, c'est-à-dire en extérieur.
Donc vous voyez, quand on dit le Soleil est à 6000 degrés, enfin 5700, je sais pas. Mais comment on sait? On n'a pas plongé un thermomètre dans le Soleil, évidemment. D'abord, il fondrait immédiatement. Mais en même temps, c'est très simple. On regarde son spectre et on voit, ah, ok, c'est le spectre d'un corps à 5700, je ne sais pas combien de degrés. Eh bien, donc le Soleil a cette température. Et vous pouvez faire ça pour toutes les étoiles. Et vous voyez le corps noir, chaque étoile, vous avez la température de chaque étoile. Vous voyez la puissance le fait qu'on connaisse la physique et qu'on comprenne l'interaction entre rayonnement, matière, etc., qu'on connaît le corps noir, etc., on regarde une étoile et on connaît sa température, point, c'est réglé. Sans jamais y être allé, évidemment. Et du coup, quand vous voyez une étoile bleue, je ne sais pas, par exemple Rigel, ou je ne sais pas, vous savez qu'elle est lumineuse. Si vous voyez une étoile rouge, vous savez que sa température de surface, la partie qui émet la lumière, eh bien, elle est plus froide, enfin, elle a une température plus faible. Vous voyez Bételgeuse, enfin, vous voyez Antares, disons, Antares dans le Scorpion, je ne sais pas si vous... Elle est visiblement rouge, cette étoile. Vega va être plus bleu, etc. Enfin, voilà, vous lisez. Bon, l'œil ne distingue pas très bien parce que c'est pas beaucoup de lumière, mais enfin, avec un spectromètre, vous faites la spectroscopie d'une étoile et c'est réglé tout de suite. Vous connaissez sa température et donc c'est là que j'en venais. Quand on a commencé à regarder le Soleil, évidemment, alors il y a ce spectre de corps noir sous-jacent, mais il y a des raies d'émission, il y a des raies d'absorption, tout ça est perturbé. Plus c'est absorbé en partie par l'atmosphère, donc il faut corriger tout ça, mais enfin, vous comprenez bien que c'est faisable. Et donc, on voit des raies dans le Soleil, et on peut reconnaître qu'il y a dans le Soleil la matière qu'on connaît. Alors, qui est ionisée, parce que la température est telle que... Ionisée, ça veut dire que les électrons ont été arrachés, donc il reste les noyaux, mais pas tous forcément arrachés, et donc vous avez des transitions, malgré tout, entre les quelques électrons qui restent, ou des recombinaisons d'électrons sur les atomes. Bref, vous avez des raies que vous pouvez reconnaître. Et alors, pour la petite histoire, je disais donc, en fait, quand les gens regardaient le spectre solaire, ils ont vu des raies à des endroits qui correspondaient à aucune molécule ou à aucun atome, en fait, qu'on connaissait. Mais qui étaient très nettes, quoi. Vous avez vraiment des raies associées à des longueurs d'onde qu'aucun des atomes qu'on connaît ne permettait d'expliquer. Et du coup, ils se sont dit, ok, il y a un nouvel élément. Le Soleil est fait d'un autre élément. Comment l'ont-ils appelé, d'après vous? L'hélium. C'est ça, l'hélium. L'hélium, c'est l'élément qu'ils ont eu dans le Soleil. Ils ont dit, ça, on ne connaît pas. Et effectivement, il y en a très très peu sur Terre. Ça a été découvert sur Terre, je crois, 11 ans après seulement. On a fini par le voir et repérer. Ah, mais c'est les mêmes raies. Ah, d'accord, c'était donc ça. Parce que c'est un gaz, l'hélium est ce qu'on appelle un gaz rare. C'est un gaz qui ne se met pas en molécules, en fait, justement. En fait, il a deux protons et donc 2 électrons. Et en fait, ça fait 2 électrons sur une première couche électronique. C'est un truc qui est bien stable et qui ne gagne pas d'énergie à mettre en commun un électron avec un autre atome. Contrairement à le cas, c'est effacé, entre l'oxygène et l'hydrogène. Pourquoi ça marche bien H2O? On avait H, H et O. Donc lui, on avait 6, lui, on avait 1 et 1. Et donc, ils se mettaient ensemble. Et du coup, en fait, tout se passait comme si l'oxygène, il a ses 6 électrons, mais il a un petit peu des deux là. Donc, en fait, c'est comme s'il en avait 8, lui. Et puis, du coup, les oxygènes, en fait, ils partagent aussi un électron de celui-là. Et donc, l'oxygène, il en a 2. L'hydrogène, pardon, il en a 2. Et lui, il en a 2. Tout se passe comme si... Enfin, il se débrouille pour en avoir 2 là et puis 8 là. Alors, pourquoi? C'est qu'en fait, quand on fait la théorie des orbitales, etc., on voit que d'avoir 2 électrons, c'est bien. C'est très stable. D'avoir 8, c'est très bien. Et donc, par exemple, la molécule de méthane, CH4, c'est quoi l'idée du CH4? C'est que vous avez le carbone qui en a 6 des électrons. Non, pardon, l'oxygène, non, oui, 8 sur la deuxième couche, plus 2 sur la première couche, ça fait 10 au total. Donc, pardon, j'ai une bêtise. L'oxygène, il en a 8, c'est ce qu'on s'est effacé. Il en a 8, donc il en a 2 sur sa couche
profonde et il en a 6 sur la couche d'au-dessus. Or, c'est bien d'en avoir 8 sur la couche d'au-dessus. Et c'est pour ça qu'il aime bien mettre en commun un électron avec l'hydrogène ici, parce que si lui en rajoute un, et puis lui, du coup, ça lui en rajoute un, ça l'amène à 2, et puis pareil ici. Donc la configuration H2O, elle est très très bien, parce que du coup, l'hydrogène, il est content, il a ses 2 électrons, et l'oxygène, il est content, il a 2 sur la couche profonde, et il en a 8 sur la couche d'au-dessus. Et 2 et 8, c'est parfait pour ces couches-là. Le carbone, il en a 6. Donc il a 2 sur sa couche profonde, et du coup il en a 4. Mais il en aimerait bien avoir 8 en fait, c'est plus stable 8. Eh bien il se met avec 4 hydrogènes, il fait des liaisons comme ça, ce qu'on appelle des liaisons covalentes, si vous avez entendu parler de ça. Une liaison covalente. Le carbone met en commun avec l'hydrogène un électron. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu que l'électron il soit dans une configuration autour de H et puis un électron autour de C, en fait, ils se mettent à 2 et ils se partagent les 2. Donc en fait, l'hydrogène, il en a 2, il est content. Chacun des hydrogènes en a 2. Et le carbone, il a ses 8 plus 2 et ils sont contents. Donc c'est pour ça que voilà, le méthane, c'est très stable, l'eau, c'est très stable, etc., etc. Bref. J'en reviens. Oui, donc on a découvert l'hélium. Oui, et donc l'hélium, c'est comme l'hélium, il a 2 protons et 2 électrons. En fait, il ne peut rien mettre en commun avec un autre atome, puisque du coup, il en aurait plus que 2 et c'est pas bon ça. Donc il ne se lie pas. Il a sa couche complète et donc il fait aucune molécule. Il n'existe pas de molécule avec de l'hélium. Et du coup, il n'est pas associé à la matière. Et en fait, comme c'est un gaz qui est très léger, puisqu'il n'y a que 2 protons, en fait, si vous le libérez dans l'atmosphère, il monte. Et puis même, compte tenu de la température de l'atmosphère, il s'échappe dans le milieu interstellaire. Il n'est pas retenu par la Terre. Enfin, interplanétaire, pardon. Et donc, en fait, il n'y a de l'hélium sur Terre qu'emprisonné dans des roches au moment où ça s'est formé. Et donc, voilà. Donc, si on casse, on peut le récupérer. Mais en fait, à chaque fois qu'on extrait de l'hélium, il n'y en a plus. S'il y a un truc qui n'est pas renouvelable, c'est bien l'hélium. Pourtant, c'est le deuxième abondant le plus riche de tout le cosmos. Dans le cosmos, en gros, il y a 90% d'hydrogène, 10% d'hélium. Et le reste, c'est négligeable. Enfin, le reste, c'est 2%, donc il faut retirer peut-être 1% à chaque. Mais on reviendra sur ces questions de nucléosynthèse. Quelle heure il est? Oui, ça va être l'heure. Bon, on complétera tout ça. Donc, le point peut-être à souligner ici, c'est que à partir du moment où on a commencé à faire de la spectroscopie, au XIXe siècle, vous voyez qu'on a accès à des informations physiques sur le cosmos, sans y aller évidemment, ce qui serait impossible. On peut avoir accès aux températures des étoiles ou des gaz. On peut avoir accès à la composition chimique. Quand on reconnaît des raies dans un spectre de lumière d'un certain endroit, il y a une autre chose qu'on peut faire, c'est que j'ai dit qu'on reconnaît un spectre de raies particulière à des longueurs d'onde bien précises. Voilà, on reconnaît ça, c'est du monoxyde de carbone, du CO. Il y en a beaucoup dans le milieu interstellaire. On reconnaît cette molécule. Donc on connaît les fréquences ici. Mais des fois, on voit ce pattern-là, c'est-à-dire, enfin, je ne sais pas, 1, 2, 1, et puis 2, enfin, c'est très mal dessiné. Puis je ne connais pas le spectre de la molécule CO, c'est pas mon domaine, mais bon, en tout cas, il y a un certain pattern, comme ça. Et des fois, on voit ça, mais en fait, au lieu de les voir à ces fréquences-là, en fait, on les voit décalés. Soit décalés vers les fréquences plus élevées, ce qu'on appelle décalé vers le bleu, parce que le bleu est plutôt les fréquences plus élevées, soit décalé vers des fréquences plus basses, donc, mais le même pattern à chaque fois, mais juste pas à la bonne fréquence, décalé vers le rouge. Et là, on se dit, non, mais c'est forcément le même élément, parce que c'est la signature, c'est clairement ces mêmes associations, simplement, ce n'est pas la bonne fréquence. Et alors, comment ça se fait? Eh bien, ça, c'est l'effet Doppler. Vous avez entendu parler de l'effet Doppler? Vous savez, quand une source se rapproche, par une source sonore, on l'entend plus aiguë, quand elle s'éloigne, on l'entend plus grave. Il se passe la même chose avec la lumière. Quand une source de lumière se rapproche, les fréquences ont l'air plus élevées.
Et quand elles s'éloignent, elles ont l'air plus basses. Et donc, quand c'est décalé vers des fréquences plus basses, on appelle redshift, donc décalage vers le rouge. Et quand c'est décalé vers des fréquences plus hautes, on appelle blue shift, décalé vers le bleu, en partant du jaune, évidemment. Mais, bon, on garde ces noms-là, quelle que soit la fréquence de départ. Et donc, en voyant de combien c'est décalé, on en déduit à quelle vitesse s'éloigne ou se rapproche la source de lumière. Donc, on a même accès à la vitesse des corps. Et donc, on peut dire, tiens, telle étoile est en train de reculer à telle vitesse, ou bien on peut voir, on regarde une étoile et on voit que ces fréquences, de temps en temps, elles augmentent, de temps en temps, elles reculent, de temps en temps, elles augmentent, de temps en temps, elles reculent, en fait. Puis on voit que c'est cyclique. Et donc, on comprend qu'en fait, l'étoile, elle s'éloigne, elle se rapproche, elle s'éloigne. Et là, on se dit, oh, OK, elle est en train de tourner autour d'un autre truc. Et puis, des fois, on voit ça, mais on ne voit pas autour de quoi elle tourne. Et en fait, on comprend qu'il y a une planète autour. Parce qu'on a dit, les planètes tournent autour de l'étoile. Oui, mais en fait, elles tournent toutes les deux autour de leur centre de gravité commun. Donc, en fait, une étoile qui orbite autour... Une planète qui orbite autour d'une étoile fait aussi que l'étoile orbite autour de leur centre de gravité commun, et donc l'étoile, elle fait un peu comme ça. Et donc on voit les fréquences qui font ça. Oh, mais il y a une planète. On n'a pas vu la planète, mais on sait qu'il y en a une. Et on peut déduire sa masse, etc. etc. Donc vous voyez, on peut faire des choses absolument folles dès lors qu'on a accès à des ingrédients physiques qui nous donnent des renseignements sur la température, sur les vitesses, sur la composition chimique. Et du coup, on peut mettre tout ça ensemble, compte tenu des lois de la physique qu'on connaît, et on déduit, voilà. C'est comme ça, quand on vous dit le champ magnétique, il vaut tant là-bas, dans telle galaxie, qu'est-ce qu'on en sait? Ben si, on en sait parce qu'on connaît les lois de la physique, et on reconnaît dans la lumière qui est émise, on reconnaît les propriétés, on s'est relié à des phénomènes physiques, etc. C'est tout à fait fascinant, en fait. Et donc, et juste parce que c'était le but, mais je n'aurai pas le temps de faire ça, je le présenterai la prochaine fois. En fait, voyez tout ce qu'on peut faire avec la lumière, et il est vraiment important de réaliser que tout ce qu'on sait du cosmos, on le sait sans jamais y être allé. Enfin, on est dans le cosmos, mais disons sans être sorti de la Terre, ou disons maintenant on a envoyé des sondes dans le système solaire, mais on n'est pas sorti du système solaire. Tout ce qu'on sait, c'est juste on a observé, on regarde les choses et on en a déduit des phénomènes physiques, etc. Et on sait énormément de choses sur le cosmos juste en regardant la lumière qui arrive et en déchiffrant ce langage lumineux, ce fameux messager par excellence du cosmos qui est la lumière, connaissant les lois physiques, etc. Donc c'est tout à fait remarquable. Mais il se trouve, en fait, on a découvert il y a 100 ans, en 1912, on a découvert que la lumière n'était pas le seul messager cosmique. Il nous parvient aussi du cosmos, ce qu'on appelle des rayons cosmiques, qui sont en fait des noyaux d'atomes. Donc des noyaux de carbone, d'oxygène, d'hydrogène, d'hélium, principalement de l'hydrogène et de l'hélium, parce que c'est essentiellement ça qu'il y a dans le milieu interstellaire et dans l'univers en général. Mais du carbone, du silicium, du soufre, enfin des noyaux comme ça, qui sont des noyaux très énergétiques, qui ont été accélérés quelque part dans des sources dans la galaxie et même au-delà. J'en parlerai une autre fois. Et ces rayons cosmiques, en fait, se baladent dans la galaxie. Ils ont des énergies très élevées. Et ils irradient toute la galaxie. Ils ont un rôle très très important dans l'équilibre du milieu interstellaire, dans le contrôle de la chimie interstellaire, dans la génération des champs magnétiques dans le milieu interstellaire, dans la régulation d'étoiles. Ils ont un rôle absolument majeur qu'on a découvert petit à petit. Et ces rayons cosmiques, donc, arrivent de temps en temps, ils arrivent dans l'atmosphère et ils créent des particules secondaires. Et puis, du coup, on les récupère au sol. Et c'est comme ça qu'on a découvert ces rayons cosmiques qui viennent, qui nous irradient, en fait, en permanence. Alors, l'atmosphère nous protège pour une grande part, mais si vous montez en altitude, si vous prenez l'avion, vous êtes irradié beaucoup plus, évidemment. Et si vous êtes dans le cosmos, enfin, si vous sortez de l'atmosphère, même dans la station spatiale, enfin n'importe où, si vous êtes sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère qui vous protège, vous êtes donc irradié, évidemment. Alors c'est pas monstrueux, hein, les gens ne meurent pas dès qu'ils vont dans l'espace, mais enfin, c'est quand même préoccupant, et en particulier pour aller sur Mars, c'est un des principaux obstacles, en fait. C'est qu'on est irradié sévèrement.
malgré tout. Enfin, si on reste 15 jours, ça va. Si on reste des années pour faire un voyage sur Mars sans être vraiment protégé, ça devient un problème. Et enfin, quand on passe sa vie en avion, c'est pas bon non plus, en fait. On a tendance à développer plus de cancers, surtout si on passe près des pôles, parce qu'en fait, les particules énergétiques sont guidées par le champ magnétique terrestre plutôt vers les pôles. C'est pour ça qu'il y a des aurores boréales près des pôles. Ce sont des particules énergétiques qui viennent du Soleil, ceux-là, qui sont guidées vers les pôles et qui viennent irradier l'atmosphère, qui ensuite réémet de la lumière. Bref. Donc tout ça pour dire qu'on a découvert qu'il y avait des noyaux, donc de la matière qui vient du milieu interstellaire, et ces rayons cosmiques, comme les photons ont différentes énergies, donc il y a un spectre d'énergie, et donc quand on voit tout ce qu'on a pu tirer du spectre d'énergie de la lumière, on se dit « Ah, mais il y a peut-être des informations précieuses à récupérer des rayons cosmiques ». Alors il y a moins d'informations de façon évidente, parce que le spectre lumineux, c'est quelque chose de bien spécifique, et il n'y a pas des spectres... Enfin, il y a un spectre, c'est-à-dire il y a une distribution des rayons cosmiques en fonction de l'énergie, mais qui ne contient pas autant d'informations, mais qui en contient quand même beaucoup. Et il y a une autre dimension spectrale, entre guillemets, pour les rayons cosmiques, c'est qu'il y a des rayons cosmiques de différentes natures. Donc il y a ce qu'on peut appeler un spectre de masse, c'est-à-dire que vous pouvez regarder, il y a telle fraction d'oxygène, telle fraction de carbone, telle fraction d'hydrogène, et vous pouvez déduire des choses, toujours connaissant les lois de la physique, en regardant, encore une fois, on ne peut pas aller dans le milieu interstellaire, mais on peut regarder ce qui nous vient et analyser et tirer des informations. Ouais. Deux questions. Ouais. Du coup, si on considère ça, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de vide? Non. Enfin, dans le sens où... Ouais, non, oui, non, il n'y a pas de... Oui, c'est-à-dire qu'il y a quand même de la matière... Il y a de la matière partout. Alors, indépendamment même, je réponds juste vite fait à ça, indépendamment même des rayons cosmiques, de toute façon, le milieu interstellaire, il y a du gaz très diffus. Et juste pour fixer les idées, il y a une particule, un atome, disons, un atome par centimètre cube. C'est l'ordre de grandeur. Donc un centimètre cube, ouais, il y a un atome partout. Ce qui est infiniment moins que le plus profond des vides, que le plus vide de tous les vides qu'on peut faire sur Terre avec des machines. Hein, puisque dans un centimètre cube là, de gaz, il y a plutôt 10 puissance 23 particules. Hein, c'était l'ordre de grandeur que je vous avais donné. Enfin, dans de la matière, disons. Dans le gaz, 1000 fois moins. Mais, okay. Donc c'est pas vide au ce sens-là. Mais voilà. De toute façon, indépendamment même des rayons cosmiques. La deuxième question, c'était... du coup, vous avez enlevé ouais. ça. Mais vous avez parlé du site qui était un site spécial. Pourquoi il y a une autant par rapport aux... Non, alors en fait, effectivement, les rayons cosmiques sur lesquels je travaille sont les rayons cosmiques les plus énergétiques. Donc la plupart des rayons cosmiques ont une énergie, on va dire 1 milliard de fois l'énergie d'un photon de lumière standard. Ce qui est beaucoup, c'est-à-dire qu'ils vont quasiment à la vitesse de la lumière, mais disons, ils ont une énergie cinétique, c'est-à-dire du fait de leur vitesse, qui est comparable à leur énergie de masse, de constitutive, le E égale mc2. C'est énorme, mais c'est des choses qu'on sait faire sur Terre. On sait, dans les accélérateurs de particules, on est capable d'aller même à peu près 100 000 fois, 10 000 fois ça. D'accord, 10 000 fois plus énergétique que ça. Il y a des rayons cosmiques qui ont énormément d'énergie, 10 000 fois, 100 000 fois, 1 million de fois ça. Mais plus on va haut en énergie, moins il y en a. Et il y a des rayons cosmiques qui ont... les rayons cosmiques les plus énergétiques qu'on a détectés à ce jour sont extraordinairement énergétiques, c'est-à-dire sont dizaines de millions de fois, centaines de millions de fois l'énergie la plus élevée qu'on est capable de faire en accélérateur sur Terre, ce qui est absolument colossal, et qui ont en fait l'énergie d'une balle de tennis à 150 km/h, dans un noyau d'atomes.
Ces énergies sont folles, mais ces particules, et on ne sait pas d'où ils viennent, on sait qu'ils viennent d'autres galaxies, la matière extraterrestre, mais d'extragalactique. C'est assez remarquable. Mais ils sont très rares, et il y a à peu près une particule. Donc si on se balade, si on se met dans le cosmos, et qu'on prend un détecteur qui fait, je sais pas, 1 mètre carré, donc le flux de ces particules, qui sont très rares du coup, plus on va en énergie, moins il y en a, le flux c'est à peu près une particule par mètre carré par milliard d'années. Oui. Donc si vous avez un détecteur qui fait 1 mètre carré, vous aurez une particule qui par chance va traverser tous les milliards d'années. Donc comment on sait déjà qu'il y en a? Ben, c'est qu'en fait on est capable de faire des détecteurs de plusieurs milliards de mètres carrés. Alors comment on fait ça? 1 milliard de mètres carrés, c'est 1 milliard de mètres carrés, c'est 1000 km carrés. 1000 km carrés, c'est 30 km par 30 km, quoi. Un peu plus. Mais comment on fait un détecteur à 30 km? Alors en fait, l'astuce, c'est qu'en fait, quand une particule ultra énergétique, on les appelle comme ça, des rayons cosmiques d'ultra haute énergie, quand une particule d'ultra haute énergie arrive dans l'atmosphère, donc il y a la Terre, il y a une fine couche d'atmosphère ici, donc il y a une particule qui vient du cosmos, qui arrive dans l'atmosphère, elle a une énergie folle, cette particule, elle va interagir avec les molécules dans la haute atmosphère, et dans cette interaction, il va y avoir un échange d'énergie tel qu'on va créer des particules secondaires, en fait. Ça va prélever un peu d'énergie à la particule, et ça va créer des particules secondaires. Donc une particule, par exemple, va faire 10 particules secondaires, comme ça. Mais les 10 particules ont encore énormément d'énergie, et donc elles vont elles-mêmes interagir, et créer encore des centaines de particules suivantes. Et chacune va avoir encore tellement d'énergie que ça crée encore d'autres particules. Et il va se développer ce qu'on appelle une gerbe atmosphérique qui va contenir jusqu'à des centaines de milliards de particules secondaires. Ces centaines de milliards de particules vont finir par arriver au sol, bing, 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 bing. Et si vous mettez des détecteurs un peu espacés comme ça, alors on a un observatoire en Argentine qui couvre 3000 km², donc 50 par 60 km. C'est gigantesque, c'est de l'Île-de-France, quoi. Enfin, et en fait, on a 1600 détecteurs espacés de 1,5 km en un réseau triangulaire, enfin hexagonal. Et donc, quand les particules... Alors, cette particule-là, il y en arrive une de temps en temps, mais évidemment, sur une grande surface, ça arrive quand même de temps en temps. Et les particules secondaires, on ne va pas toutes les récupérer. On va juste en prendre un échantillon ici, un échantillon, et puis on va en déduire ce qui est arrivé, en fait. C'est-à-dire que vous avez une particule qui arrive ici. Si la gerbe vient comme ça, là, celles-là, elles vont arriver en premier, puis celle-là, donc vous allez voir, tac, 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 vous en déduisez que ça vient de là. Si par contre, c'est ce détecteur qui est touché avant celui-là, puis avant celui-là, vous dites, donc ça vient de là. Donc vous pouvez, par triangulation, voir d'où ça vient, et en comptant le nombre de particules qu'il y a au sol, vous en déduisez quelle était l'énergie de la particule incidence, et bref, on essaye de reconstruire tout ça. Est-ce que du coup, Wanaka, c'est ça le... Quoi Wanaka, non, alors ça, non, j'y viens, parce que donc ça, c'est une première technique. Donc ça, on a un observatoire en Argentine, dans la Pampa, au pied des Andes, qui fait ça. Et il y a une autre technique qui est aussi dans cet observatoire, qui est que les particules ici, quand elles traversent l'atmosphère, elles vont exciter les molécules de l'air au passage, et de l'azote typiquement, surtout de l'azote, qui en se désexcitant vont émettre de la lumière. C'est exactement ce qui se passe quand on voit une aurore boréale. Et donc, si vous avez ici un petit télescope qui regarde le ciel au-dessus des détecteurs, vous allez voir, de temps en temps, une traînée lumineuse. Alors ça passe à la vitesse de la lumière, mais vous allez pouvoir voir la lumière émise par les molécules excitées par les particules secondaires de la particule incidente. Vous voyez que c'est très indirect. Et vous allez voir ici une traînée lumineuse, et vous allez pouvoir compter le nombre de photons que vous recevez, vous en déduisez l'énergie et la direction d'arrivée, vous le voyez. Alors, il se trouve que, donc ça c'est 3000 km², il se trouve que ça, c'est pas encore assez grand, parce qu'elles sont rares ces particules, et en plus, bon, il y a des caractéristiques, enfin, ça ne nous a pas encore permis de comprendre vraiment d'où venaient ces particules et comment elles étaient accélérées, etc., dans le cosmos. Et donc, il faudrait quelque chose de plus grand, sauf que 3000 km², c'est déjà monstrueux pour
trouver un endroit sur Terre. Donc on a une idée qui est de se dire, en fait, notre vrai détecteur, c'est l'atmosphère. En fait, c'est l'atmosphère qui révèle la particule qui arrive. L'atmosphère détecte la particule en créant plein de secondaires qui ensuite vont exciter les molécules de l'air qui vont elles-mêmes émettre de la lumière. Donc on s'est dit en fait, une façon de couvrir une encore plus grande surface, c'est d'aller dans l'espace, par exemple sur la Station spatiale internationale, et de regarder l'atmosphère vue d'en haut. Et donc on va sur la Station spatiale, non pas pour regarder le cosmos, bien qu'on fasse de l'astronomie, on regarde la Terre, et la station spatiale est à 400 km de distance. Vous avez un champ de vue, si on arrive à ouvrir le champ de vue de plus ou moins 30 degrés comme ça, vous allez couvrir d'un seul coup 200 000 km². Et du coup, toutes les particules, toutes les gerbes de particules de rayons cosmiques qui arrivent, vous allez les voir dans votre champ de vue, et vous allez couvrir une surface beaucoup plus grande. Donc c'est ça qu'on essaye de développer, c'est la collaboration GEM-ESO, dont je suis responsable en fait au niveau international. Ça veut dire Extreme Universe Space Observatory. Donc c'est l'observatoire spatial de l'univers extrême, parce que c'est les particules les plus énergétiques qu'on connaisse de l'univers. Et donc l'idée, c'est donc d'aller dans le cosmos et, comme je vous disais, de détecter ces gerbes de particules. Simplement, donc c'est la même technique qui est employée au sol, mais dans le cosmos, c'est un peu compliqué. Donc en fait, on a un programme de développement instrumental par lequel on fait plusieurs étapes intermédiaires. Alors, on a déjà un instrument dans l'ISS depuis 2019 qui fonctionne là-haut, mais qui est un prototype, qui est plus petit, qui fait déjà des choses très intéressantes, mais qui ne permettent pas de faire vraiment toute la physique qu'on veut faire. Et on a une autre étape intermédiaire donc, qui va avoir lieu là, le mois prochain, si tout va bien. Ça fait 5 ans qu'on la développe, j'espère que ça va marcher. Donc, c'est un vol en ballon stratosphérique. Donc on en vient. Donc effectivement, l'idée c'est de mettre un instrument, pareil, un prototype, mais de nouvelle génération, pour observer ces gerbes de particules. On va monter dans un ballon stratosphérique à environ 35 km d'altitude. Et l'intérêt de le lancer, donc si vous avez la Terre ici, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, machin, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, voilà. C'était l'Afrique, ça, oui, ok. Et donc l'idée, donc on va lancer ici de Wanaka, en Nouvelle-Zélande. On va monter donc à 35 km. Donc c'est des énormes ballons, hein, parce que on fait 1,5 tonnes et juste notre instrument, plus le ballon, c'est un truc absolument colossal. Hein. Je crois que c'est 800 000 mètres cubes le ballon. Donc ça doit avoir le diamètre du ballon gonflé une fois qu'il est là-haut, ça doit être plus de 100 mètres. Hein. C'est un stade de foot. Qui tient notre manip à 35 km. Donc on va aller choper les vents de haute altitude qui sont bien réguliers à cette période de l'année. Et donc le ballon va tourner, va faire le tour de la Terre. Et on espère, c'est ce que la NASA donc c'est une mission de la NASA. C'est ce que la NASA nous vend, enfin nous vend, c'est elle qui nous paye, mais disons, ce qu'ils espèrent faire, c'est de rester en fait jusqu'à 100 jours en l'air, et probablement on pourrait faire 3 fois le tour en fait comme ça, sur les vents d'altitude, et si tout va bien, on pourrait récupérer le ballon soit en Afrique du Sud, soit au Chili ou en Argentine, soit en Australie, suivant comment ça se passe. Ils nous disent qu'on a à peu près une chance sur 2 de les récupérer, sinon s'ils tombent dans la mer, c'est mort. Alors en fait, on a déjà fait un vol ballon avec la NASA en 2017, d'un prototype. Malheureusement, il y avait un trou dans le ballon, c'est-à-dire que notre instrument marchait très bien, mais le ballon était percé, donc chaque nuit, il redescendait, on lâchait du lest pour le remonter, il redescendait, on lâchait du lest pour le remonter, et on a fait 12 nuits. Enfin, 12 jours et 12 nuits. Au bout de 12 nuits, on s'est crashé au large de l'île de Pâques. On espérait pouvoir atteindre l'Argentine pour le récupérer, mais c'est raté. Enfin, le Chili ou l'Argentine. Et donc, voilà, on a fait un premier vol. Malheureusement, on a manqué de temps pour observer ce qu'on voulait. Et donc là, maintenant, on revient avec une nouvelle version de l'instrument, améliorée, qui fait plus de choses. On va vous en parler une autre fois éventuellement. Mais donc, l'idée, c'est de rester suffisamment de temps en l'air pour bien qu'on soit
moins haut et qu'on couvre un champ de vue plus petit, de voir quand même des gerbes de rayons cosmiques. Oui. Désolé. Mais ça n'a pas un rapport avec le vent solaire et aussi le fait que l'atmosphère soit assez fine, Alors, enfin, l'atmosphère, la densité de l'atmosphère décroît évidemment, quand on monte en altitude, mais ça c'est vrai à chaque point du globe en fait. Mais il n'y a pas un... À une époque, on parlait d'un sorte de trou. Ah, le trou dans la couche d'ozone. Oui, dans la couche d'ozone, pardon. Ah oui, oui. Non, 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 ça d'abord, il se reconstitue, fort heureusement, enfin, cette couche. Non, non, ça c'était juste le contenu moléculaire. Hein, l'ozone, vous savez que c'est 3 oxygènes, c'est une molécule à 3 oxygènes. Effectivement, ça absorbe les UV du soleil, et donc, donc il y a une couche d'ozone assez haut dans l'atmosphère. Si l'ozone disparaît, l'UV est moins arrêté, et donc c'est pas bon pour nous, parce que évidemment on est plus irradié. Mais que ce soit de l'ozone ou autre chose, la pression elle est ce qu'elle est à une certaine altitude. Donc pour nous ça change rien qu'il y ait de l'ozone ou qu'il y ait autre chose. On s'en fiche un peu de la composition de l'atmosphère en fait. C'est de toute façon dominé par l'azote. Et les particules de la gerbe vont exciter ce qu'il y a. Si c'est de l'oxygène ou de l'ozone, c'est la même chose. Mais de toute façon, on voit essentiellement les gerbes. Elles vont se développer typiquement le maximum du développement de la gerbe. Donc au début, il y a peu de particules, puis après, il y en a de plus en plus, puis après, il y en a de moins en moins, parce qu'au bout d'un moment, l'énergie s'est tellement divisée en plein de particules qu'elles sont plus capables d'en produire d'autres. Donc juste, elles perdent de l'énergie, et puis il y en a de moins en moins. Donc si on regarde le profil de la gerbe, ça croît, puis ça décroît. Le maximum ici, il va se trouver autour de 10-15 km d'altitude, enfin plutôt 15. Ça dépend de l'énergie. En fait, pour les particules les plus énergétiques, le maximum peut même être dans le sol, en fait, si elles sont verticales. Parce que ça se développe, il y a tellement d'énergie que ça se développe jusqu'au sol, en fait. Donc ça dépend. Mais grosso modo, celles qu'on va essayer de voir, elles ont une énergie de l'ordre du milliard d'électronvolts, ce qui est déjà énorme, qui reste à peu près 100 fois moins des plus énergétiques qu'on connaisse, mais qui nous permettront de démontrer la technique, de montrer qu'on est capable effectivement de les détecter, de les reconstruire et de comprendre ce qu'on voit. Dans l'espoir après de développer une vraie mission orbitale de grande envergure qui, si tout va bien, nous permettrait enfin d'enrichir un peu notre compréhension de ce phénomène de rayons cosmiques à très haute énergie. Mais ce n'est pas garanti, et c'est pas facile en tout cas. Ces particules sont rares et elles sont capricieuses parce qu'en fait, comme c'est des noyaux d'atomes, elles sont chargées, les électrons sont fait arracher complètement ces énergies, il ne reste que les protons, donc c'est des particules chargées. Et une particule chargée dans un champ magnétique, c'est défléchi. Or, il y a plein de champs magnétiques dans la galaxie, et donc les particules sont défléchies par les champs magnétiques, ce qui fait que si vous avez une source par là, la particule, elle peut faire des tours, et puis la source, elle est là, puis vous la voyez arriver de là. Donc en fait, vous êtes complètement dans un brouillard. Vous ne pouvez pas trouver les sources parce que les particules ne pointent pas dans la direction de leur source. L'idée, c'est qu'en allant à très très haute énergie, plus on va haut en énergie, moins les particules sont défléchies, parce qu'elles sont de plus en plus rigides, on appelle ça la rigidité magnétique. Et donc en allant chercher à plus haute énergie, on a l'espoir que les particules ne seront plus suffisamment défléchies, de sorte qu'on sera capable, si on voit une particule qui arrive par là, eh bien la source est par là. Contrairement à ce qui se passe à basse énergie, on voit une particule qui arrive par là, la source, elle vient d'ailleurs. Donc si on est capable d'aller dans un domaine d'énergie où les particules sont plus trop défléchies, à ce moment-là, on va commencer à avoir des accumulations de particules dans certains endroits, et ça nous donnera une indication sur les sources. On pourra dire, ah, c'est par là, ou c'est... Du coup, en faisant des corrélations avec des types de sources qu'on connaît, on pourra dire, ah, ça a l'air d'être plutôt venir de tel type de source, et ça nous donnera une indication sur qu'est-ce qui peut accélérer ce genre de choses dans le cosmos. Bref, enfin, c'est un domaine scientifique qui a des ramifications et des ingrédients. On essaye petit à petit de faire un petit pas dans la connaissance. Donc, dans cette collaboration,
on s'est donné pour mission, en quelque sorte, de développer la voie spatiale pour la détection de ces particules, qu'on sait détecter aujourd'hui au sol, mais dont on a montré que ce n'était pas suffisant pour résoudre pour comprendre leur origine. Donc on se dit, il y a peut-être une chance d'aller dans l'espace, on avait des bonnes idées de comment faire, et donc on a fait un programme, ça fait 10 ans, on a fait un premier vol en ballon, c'était au Canada. C'était une mission du CNES. Ah, il faut qu'on arrête. OK. Et puis après, on a fait un vol en ballon. Donc, le premier à Wanaka en 2017. Le premier, c'était en 2014. On a mis un instrument dans la station spatiale en 2019 qui fonctionne toujours. Et là, le mois prochain, on devrait lancer notre instrument de Wanaka. Donc, c'est pour ça que je ne serai pas là le mois prochain. Enfin, ce mois-ci. Parce que je dois remonter l'instrument là-bas. On a encore des tests à faire, etc. Et ça va être amusant. Je vous dirai si ça marche. Bon, allez. On continuera peut-être un peu d'astro la prochaine.